Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être là malgré cette heure déjà avancée pour cette rencontre autour d'An Cheng et de son dernier ouvrage Pensée en Chine, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Folio Essai au début de cette année, donc tout début 2021, en plein confinement successif. Alors, An Cheng est sinologue et professeure au Collège de France, où elle est titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine depuis 2008. Et je vous la présenterai un petit peu mieux dans un instant, mais je voudrais quand même commencer par remercier les organisateurs de Cité Philo, dont la revue Esprit est très heureuse d'être partenaire pour cette 25e édition. Les remercier donc de m'avoir donné l'occasion, et à travers moi à la rédaction de la revue Esprit, d'animer cette rencontre avec An Cheng, car c'est pour moi un très grand privilège de pouvoir entrer en discussion avec elle et de la rencontrer en vrai, après une première rencontre par page interposée dans notre revue, puisque An Cheng nous avait donné un texte au début de l'année 2020 dans un dossier que nous avions consacré à la question de l'universel, un dossier intitulé « Le partage de l'universel ». Et nous avions eu le plaisir de publier An Cheng dans ce numéro. J'avais pu déjà donc apprécier la grande élégance de sa pensée, la clarté de son propos, que vous allez pouvoir goûter à votre tour. Esprit est une revue d'idées et de culture, et donc à ce titre, la Chine nous intéresse évidemment. Comment ne pas s'intéresser à la Chine ? Mais j'ai eu l'occasion de mesurer aussi, lorsque nous avons consacré un dossier à la Chine de Xi Jinping à la fin de l'année dernière, fin 2020, un dossier intitulé « Aux couleurs de la Chine », j'ai eu l'occasion de mesurer une chose dont An Cheng parle souvent, qui est en fait le paradoxe entre une fascination pour la Chine. La Chine nous obnubile, elle est omniprésente, on en parle beaucoup, et peut-être plus encore depuis la crise du Covid, en même temps que nous sommes encore, pour beaucoup d'entre nous, d'une très grande ignorance de beaucoup de choses ordinaires, de la société, de la culture chinoise. Et donc on reste un peu suspendu entre cette fascination et cette ignorance. Et quand il est question de la Chine, c'est très souvent plutôt pour des discussions géopolitiques ou pour des discussions économiques, et beaucoup plus rarement pour une discussion de la vie intellectuelle ou la vie culturelle chinoise. Ce qui fait que la Chine reste étrangement comme un objet un peu interdit pour qui n'en parlerait pas la langue, ou réservé à un petit groupe de spécialistes. Et je dis tout de suite que c'est un des grands mérites de cet ouvrage, Pensée en Chine, qui est donc un ouvrage collectif dans lequel ont écrit une douzaine d'intellectuels français, européens, américains, australiens et chinois. C'est donc un des grands mérites de cet ouvrage de nous permettre d'entrer un peu mieux dans cette matière intellectuelle et culturelle chinoise, pour se demander, avec cette douzaine d'auteurs, 13, avec An Cheng, qui pense en Chine, ce qu'on pense en Chine, et ce qu'il n'est peut-être plus déjà permis d'y penser. Voilà, c'est important de dire que cet ouvrage est éminemment accessible et compréhensible grâce à ce travail de traduction des idées qui est fait par ces auteurs sous la direction d'An Cheng. Alors, quand même, pour vous dire un petit mot du parcours d'An Cheng, avant d'entrer plus avant dans cette discussion de l'ouvrage, An Cheng est née en France de 2 parents chinois. C'est une chose qu'elle rappelle souvent pour préciser qu'elle est née, elle a grandi, elle a travaillé sous le signe de cet entre-deux culturel, sous le signe des échanges, des emprunts, des transferts, de la circulation entre ces deux extrémités d'un même continent, si on veut, l'Europe d'un côté, l'Asie de l'autre.
Après un parcours scolaire brillant, Han Cheng est entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles, à l'époque c'était à Sèvres, ce qui l'a conduit aussi ensuite à faire un complément d'études, notamment en Angleterre, à Cambridge il me semble, mais peut-être également aussi, voilà, et Oxford, voilà. Et puis a entré donc dans une carrière qui a été tout entière consacrée aux études chinoises, d'abord comme professeur des universités à l'INALCO, les Languedoc, puis à l'Institut universitaire de France, puis depuis 2008 donc au Collège de France, où elle est entrée en prononçant une leçon inaugurale que l'on trouve très facilement sur Internet et dont je vous recommande l'écoute parce que ça situe très bien l'ampleur et je crois aussi l'originalité de ce travail. Donc cette leçon inaugurale s'intitulait « La Chine pense-t-elle » et elle a été publiée ensuite chez Fayard. Oui. Mais on en trouve le texte également en ligne. Et on trouve le texte également en ligne. Mais alors, à cette navigation entre deux extrêmes géographiques, il faut aussi rajouter dans le parcours d'Han Cheng une navigation entre les époques. Parce que Han Cheng est d'abord, en tout cas chronologiquement, spécialiste des textes classiques de l'Antiquité chinoise et notamment connu pour avoir traduit très tôt dans sa carrière les Entretiens de Confucius qui sont parus donc en français en 1981. Mais cette connaissance de l'Antiquité et de la modernité chinoise ne l'empêche pas, loin s'en faut, de s'intéresser à la Chine contemporaine. Et je crois d'autant plus que, en fait, cet héritage des classiques de la Chine antique, puis de la Chine impériale, fait l'objet aujourd'hui d'une série de détournements, de réappropriations, de réinterprétations dans la propagande du régime actuel, du Parti communiste chinois, ce qui rend d'autant plus nécessaire cette navigation entre les époques pour essayer de comprendre, d'interpréter ce qu'ont été ces textes autrefois et comment on peut ou on ne peut pas les lire ou les utiliser aujourd'hui. Alors, on y reviendra certainement dans cet échange à l'idée d'une continuité entre la Chine confucéenne et la Chine actuelle de Xi Jinping, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, si je vous ai bien lu. Mais donc, c'est bien l'objet de cet ouvrage et tout l'intérêt de cet ouvrage de se pencher sur cette histoire intellectuelle de la Chine qu'Han Cheng enseigne au Collège de France depuis 2008. Alors, je vais on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, plus avant dans le contenu de ce livre, et nous allons nous entretenir dans un premier temps, puis bien sûr vous aurez la possibilité de poser vos propres questions à Han Cheng qui, je l'espère, seront nombreuses. Alors, merci beaucoup, Han Cheng, d'être là pour parler de cet ouvrage avec nous. Dans l'introduction, la présentation de cet ouvrage, qui est donc un ouvrage collectif, je l'ai dit, vous le situez, cet ouvrage, tout juste paru, dans la continuité d'un premier ouvrage collectif, qui était paru en 2007 et qui s'intitulait « La pensée en Chine aujourd'hui » et qui, là aussi, avait été pensé, organisé avec l'aide d'Éric Vigne, éditeur chez Gallimard, et publié également chez Gallimard. Alors, dans l'introduction, vous dites qu'il s'agit avec cet ouvrage à la fois de poursuivre le même travail, c'est vraiment un travail qui s'inscrit dans une forme de continuité, mais avec une urgence nouvelle. 2007, voilà, c'est un moment, alors vous le décrirez certainement mieux que moi, mais d'ouverture, en tout cas, une sorte d'aboutissement du programme de réforme, et la Chine, on pourrait dire, était sur le point de devenir la très grande puissance qui nous obnubile un peu aujourd'hui.
Alors, depuis l'époque de ce premier ouvrage, La pensée en Chine aujourd'hui, la Chine a beaucoup changé. Donc, il y a forcément des effets de continuité entre ces deux ouvrages, mais aussi des différences, des réorientations, peut-être même des ruptures, je ne sais pas. Et alors, je voudrais commencer par vous demander pourquoi avoir entrepris ces travaux collectifs en regard de vos propres travaux. L'avoir fait une première fois en 2007, une deuxième fois en 2021, mais aussi quand et comment la Chine a changé depuis 2007 dans vos yeux, et en quoi est-ce que cela change ou non l'importance et la nature de ce travail collectif que vous avez démarré en 2007 et poursuivi en 2021. Oui, bonsoir à tous et d'abord merci aux organisateurs de Cité Philo d'avoir eu cette idée de m'inviter. Je dois dire que je retrouve l'île avec beaucoup de plaisir. Enfin, j'y étais venue enfant avec mes parents. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'y venir déjà dans le cadre de Cité Philo, mais c'était il y a tellement longtemps que je crois que même Gilbert Glasman et moi-même, on a un peu oublié. Et merci à Anne-Lorraine Bujon de l'Estan d'avoir fait cette présentation qui, en réalité, m'éclaire sur moi-même. Je m'étais jamais représentée comme ça. Enfin, et merci à vous vraiment d'avoir fait l'effort de venir un peu tard en soirée, par une soirée d'hiver déjà un peu froide. Donc oui, la pensée en Chine aujourd'hui, 2007. C'est déjà le produit d'une collaboration et d'une amitié aussi intellectuelle avec Éric Vigne, qui est, je pense, un des vraiment meilleurs éditeurs de la scène française de l'édition que je connaisse. Et c'est donc notre très grande complicité qui a donné lieu justement à ces deux ouvrages. Donc en 2007, c'était déjà l'idée de proposer un ouvrage collectif dans la mesure où on avait envie justement de démultiplier les points de vue. Et donc en 2007, on a fait appel à des collègues déjà en fait un petit peu dans le monde entier. On a tenu aussi à faire intervenir des collègues chinois, mais dans des disciplines assez différentes. Enfin, on a eu des contributions de philosophes, d'historiens, d'anthropologues, de sociologues. Donc l'idée, c'était véritablement de démultiplier les points de vue sur cette Chine qui, comme Anne-Lorraine l'a rappelé, était déjà en pleine montée en puissance. Alors 2007, je rappelle un petit peu le contexte. Anne-Lorraine l'a déjà dit aussi, nous avons une Chine qui essaye de faire oublier donc le massacre de Tiananmen du 4 juin 1989, qui a été un traumatisme majeur après celui de la révolution culturelle, dont je rappelle qu'elle a duré 10 ans entre 1966 et 1976. Et je rappelle aussi à ce propos que la période maoïste, c'est-à-dire donc la période de la République de Chine, la République populaire de Chine, qui a commencé en 1949, a été marquée par une succession d'événements assez traumatisants. Qu'on a plus ou moins occulté, qu'on a voulu ignorer. Il y a eu d'abord dès les années 50 ce qu'on a appelé le mouvement anti-droitier, c'est-à-dire Mao
fait semblant de faire justement parler les intellectuels dans ce fameux mouvement des Sans-Fleurs et ensuite le piège s'est refermé sur eux et donc beaucoup de ces intellectuels qui avaient cette volonté honnête de dire ce qui n'allait pas en fait dans ce nouveau régime se sont retrouvés dans des camps de travail où beaucoup sont morts de maladies, d'épuisement et ce sont maintenant ces mêmes camps où se retrouvent donc les Ouïghours. Hein. Bon. Alors donc ça c'était déjà dans les années 50. Ensuite vous avez le grand bond en avant qui s'est soldé par une immense famine dans les années 1960 et j'ai des témoignages directs qui m'ont été apportés par mon mari parce que en fait ma relation avec la Chine c'est pas uniquement en fait mes parents mon père qu'on ne présente plus et ma mère qui était artiste peintre et qui a choisi elle de retourner en Chine juste en 1966, qui est tombée à pieds joints donc, dans les débuts de la révolution culturelle. Ma connaissance de la Chine et mon rapport à la Chine est rendu très complexe par toute cette histoire familiale que j'ai aggravée en quelque sorte en épousant donc un Chinois avec qui j'ai partagé 30 ans de ma vie et qui est mort il y a plusieurs années d'un cancer ici en France. Mais toujours est-il que ce contact avec la Chine actuelle, je l'ai toujours eu. Et c'est ça qui explique que, certes, mes études, notamment en thèse doctorale, m'ont amené à m'intéresser à des sources textuelles anciennes, mais je n'ai jamais pu faire une sorte de compartimentation entre ces études antiquisantes et la façon dont je vivais la Chine et dont la Chine vivait en moi. Hein. Donc ça crée un rapport assez particulier qui n'est pas nécessairement partagé par des sinologues qui apprennent le chinois, qui approchent la Chine comme un objet d'étude, mais pour qui c'est pas véritablement quelque chose de vécu. Enfin, donc excusez vraiment ce long détour, mais il faut quand même comprendre justement d'où viennent ces ouvrages. Ce ne sont pas simplement des productions éditoriales, c'est vraiment le résultat donc d'une expérience vécue. D'une expérience aussi professionnelle d'enseignement, d'échange avec des étudiants. Ça, c'est ça qui a donné mon histoire de la pensée chinoise et également des amitiés, notamment avec Éric Vigne, qui a été aussi le complice avec qui s'est conçu donc ce second volume qui s'intitule Pensée en Chine. Alors, 2007, donc je reviens à cette Chine de 2007. Donc, nous avons une Chine en pleine montée en puissance. Rappelez-vous, 2007, nous étions à la veille des Jeux Olympiques de Pékin. Alors 2007, je ne le savais pas encore, mais j'étais à la veille moi d'entrer au Collège de France, mais comme je ne l'avais pas demandé, j'en avais pas rêvé et je ne voulais pas y aller, donc c'était quelque chose que j'avais pas prévu. Enfin, et la Chine à ce moment-là était encore dans cette logique lancée par Deng Xiaoping dans les années 1990. D'une réforme économique à tout va, mais qui, du point de vue géostratégique, choisissait de garder encore une sorte de profil bas, hein, c'est-à-dire justement de ne pas mettre en avant
une quelconque forme de puissance, etc. Donc c'était encore cette Chine-là. Et en 2007, nous avions projeté de proposer ce collectif à partir des points d'entrée que peut avoir donc un public élargi mais curieux sur la Chine. Donc nous avons passé en revue un petit peu justement tous ces points d'entrée dans le monde chinois, en passant par exemple par la question de l'écriture qui fascine beaucoup évidemment, par la question du confucianisme, parce que on imagine que la Chine est confucéenne et que ça s'arrête là. On a pris en compte aussi donc la soi-disant médecine chinoise traditionnelle qui est aussi un de ces points d'entrée, etc. Donc là c'était ça le projet de 2007. Pardon, excusez-moi, oui. Je vous interromps. Votre propre introduction s'appelait En finir avec le mythe de l'altérité. Oui, oui. Parce que justement, en fait, disons que je pense que tout ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai commencé à enseigner, c'est de montrer que la Chine, c'est pas un mystère insondable, que c'est pas quelque chose qui se contente d'être fascinant. C'est pas, bien sûr, c'est pas de l'exotisme, mais ça n'est pas non plus justement l'idée qui est colportée à l'envi par certains, enfin que les Chinois sont différents de nous, qui ne pensent pas comme nous, que ce sont au fond des espèces de martiens, et que par conséquent, c'est normal, hein, et là c'est là qu'est le danger à mon avis, c'est normal qu'ils n'aient pas les mêmes valeurs que nous. Et ça c'est justement une thématique qui est reprise évidemment très volontiers par le discours de propagande officielle actuelle, hein, qui dit précisément cela, hein, c'est-à-dire nous les Chinois, nous avons notre civilisation. Alors bon, ça c'est encore un autre couplet, mais nous sommes les héritiers de 5000 ans de civilisation continue, hein, et naturellement ça veut dire que vous autres, les Occidentaux, vous n'avez pas de leçons à nous donner, hein, par conséquent, en fait, nous avons notre propre parcours, nos propres valeurs, et vous n'avez aucune leçon à nous donner justement sur la question des droits humains fondamentaux, hein. Bon, alors tout ça, ça nous inculque dans l'esprit que au fond, les Chinois n'ont pas le sens de la justice, ils ne revendiquent pas leurs droits comme nous, etc., etc. Bon, ce qui est naturellement et anthropologiquement faux, hein. Les Chinois ont autant le sens de la justice, hein, qui est au fondement justement de ce que nous appelons les droits humains fondamentaux, hein. Bon, alors le problème, c'est que évidemment, si on nous fait croire ici et en Chine même que ce discours sur les droits humains n'a jamais existé et ne fait pas partie de la culture chinoise, naturellement, là, je perçois personnellement un très grave danger. Du coup, avec l'ami Éric Vigne, à l'approche justement de 2020, donc une quinzaine d'années avant notre première entreprise, nous nous sommes dit qu'il était urgent, hein, de refaire un point sur cette Chine qui entre-temps avait, comme l'a rappelé Anne-Lorraine, donc beaucoup changé, dans la mesure où entre-temps le Parti communiste a changé de leader. Vous savez peut-être que le Parti communiste chinois s'était donné comme règle, hein,
une sorte de, non pas évidemment de processus électoral, ça n'existe pas, mais pour le coup, c'est pas dans la culture politique du Parti communiste de songer à de quelconques élections, mais de fonctionner en termes de mandat de 5 ans, renouvelable une fois, ce qui veut dire qu'une équipe restait au pouvoir une dizaine d'années. Hein. Donc c'est ainsi que vous avez eu d'abord Jiang Zemin, ensuite Hu Jintao, etc., qui sont tous restés à peu près 10 ans. Bon, alors en 2012... et alors, il s'est trouvé que mon mari agonisait à ce moment-là. En fait, il est mort pratiquement juste au moment où Xi Jinping arrivait au pouvoir. Donc là, 2012, rétrospectivement, on se dit c'est une date à marquer d'une pierre blanche parce que là, en fait, Xi Jinping a décidé de changer les règles du jeu. Comme vous le savez, donc une fois au pouvoir, donc il a décidé qu'il y aurait plus ces histoires de mandats de 5 ans renouvelables une seule fois et que il pensait que c'était bien pour le pays de rester au pouvoir à vie. Hein. Bon. Comme ça simplifie encore plus les choses. Hein. Donc voilà. Et depuis, donc, nous avons effectivement non plus une montée en puissance, mais là, nous avons une Chine ultra puissante qui est partout. Là, vous regardez n'importe quel média, la Chine occupe au bas mot 60% donc des nouvelles du jour. Hein. Vous ouvrez n'importe quel journal, vous regardez sur Internet, etc. Enfin, c'est tout, dans tous les domaines, on vous parle de la Chine. Et cette Chine, pour reprendre l'expression d'Anne Lorraine, elle nous obnubile. Alors, obnubiler, c'est à la fois, ça nous obsède, parce qu'en fait, on n'entend que ça, on ne parle que de ça, mais elle nous obnubile aussi au sens tout à fait étymologique du terme, dans la mesure où obnubiler, ça veut dire recouvrir de nuages. Hein, bon, c'est-à-dire, en fait, elle nous bouche la vue. Elle nous bouche la vue et elle nous empêche de voir clair. Hein. Et donc là, c'est imposé justement le principe de ce deuxième volume qui se demandait au fond, mais que font les intellectuels chinois, hein? Est-ce qu'il y a encore moyen de penser dans un pays où dès que vous prononcez un mot de travers, etc., crac, on vous tombe dessus. Je suis en contact avec des amis chinois, enfin, en contact, c'est-à-dire qu'il faut être très très prudent maintenant. Enfin, il faut surtout pas justement les compromettre, les mettre en danger, mais qui me font comprendre que, par exemple, dès qu'ils envoient un message sur les réseaux sociaux qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu critique, enfin même sur des points assez triviaux. Enfin, je veux dire, bon, le lendemain, ils sont privés justement d'internet, ils sont privés d'accès au réseau téléphonique, etc. On leur bloque leur compte bancaire, etc. Donc tout de suite, on leur fait sentir qu'il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Bon, donc dans un contexte pareil, on se demande comment on fait pour continuer à penser. Hein. Bon, alors, on a essayé de faire un tour d'horizon, à la fois justement de tous les sujets qui fâchent, hein, donc la question de l'environnement, on a abordé la question du Tibet par le biais justement des luttes pour l'accès à l'eau, hein, dans la zone du Tibet et justement toutes les zones environnantes, hein. Donc là c'était une façon d'ouvrir un petit peu la perspective aussi sur les pays voisins, sur l'Inde, sur l'Asie du Sud-Est, etc. Naturellement aussi la question des Ouïghours,
la question justement de la gestion de ce capitalisme d'État. Hein. Donc on a essayé de faire un petit peu ce tour d'horizon en faisant, dans la mesure du possible et sans les mettre en danger, faire intervenir aussi la parole d'intellectuels chinois. Qui sont aux prises avec justement ce qu'ils considèrent comme des contre-vérités. C'est le cas par exemple de cet historien de l'université Fudan de Shanghai qui s'appelle Ge Zhaoguang, qui en tant qu'historien a démonté pièce par pièce toute cette fantasmagorie de cette vision de la Chine comme Chine-monde. En reprenant ce fameux terme du Tianxia, c'est-à-dire la Chine comme tout ce qui est sous le ciel. Je dis toujours, évidemment, tout le monde se considère comme le centre du monde, donc les Grecs, les Français, tout le monde, enfin les Anglais, ça c'est banal, se considérer comme le centre du monde, c'est banal. Et alors vous allez me dire, les Chinois l'ont fait aussi, puisqu'ils se considèrent comme l'empire du milieu. Mais ils ont fait mieux, c'est-à-dire en fait ils se considèrent comme tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire le monde. La Chine, c'est le monde. Alors certains idéologues de service donc ont remis en selle cette idée en disant, voilà, alors maintenant, nous avons un ordre mondial qui est, au fond, cet ordre de tout ce qui est sous le ciel. Mais au fond, on comprend bien que ce nouvel ordre mondial, c'est un ordre mondial chinois, quoi. Et ce Ge Zhaoguang, donc, vous démonte ça pièce par pièce en disant que tout ça, c'est de l'invention pure et simple. Et il montre que justement c'est cette notion de tout ce qui est sous le ciel, d'abord c'est quelque chose qui n'a pas prévalu à toute époque, et d'autre part qui n'a pas toujours voulu dire la même chose. Enfin, donc en tant qu'historien, voilà, il rentre vraiment dans le détail, et vous avez une traduction partielle de son texte dans ce volume. Vous avez un autre intellectuel chinois qui essaye de continuer à s'exprimer, même s'il a il a fait sa carrière à Tsinghua, qui est une université prestigieuse de Pékin. Alors, à la différence d'autres intellectuels qui se sont carrément fait éjecter de cette université, lui a réussi à s'y maintenir, mais en se mettant en retraite anticipée. Alors, on ne sait pas s'il a été plus ou moins poussé vers la sortie, mais ce Tsinghua donc, est un très bon exemple de la technique straussienne de s'exprimer en contexte contraint. Alors, la technique straussienne, ça fait référence à Léo Strauss, qui a en 1941 donc, écrit ce texte très important justement sur cette technique qui consiste à continuer à écrire, à s'exprimer publiquement, mais comme il dit, en écrivant entre les lignes. On connaît tous l'expression donc lire entre les lignes. C'est ce que les Chinois sont rompus à faire depuis 1949. La lecture du quotidien du peuple, en fait, c'est une lecture où il faut développer justement cette capacité de lire entre les lignes. Mais il y a également une technique qui consiste à écrire entre les lignes. Et Tsinghua, c'est quelqu'un qui sait très bien faire ça. Donc, il écrit ce texte qui est censé parler du mode de gouvernance de la Chine ancienne, mais si vous lisez entre les lignes, ce qu'il a lui écrit entre les lignes, c'est en fait une critique de la gouvernance actuelle et une défense du régime républicain tel que il a été mis en place en 1912 par Sun Yat-sen. Il dit qu'au fond, là, la Chine avait sa chance, justement,
d'instaurer un régime républicain, mais ce qu'elle n'a jamais pu faire pleinement parce que tout le XXe siècle chinois est une succession de guerres civiles, révolutions, etc. Ce qui fait que la Chine n'a jamais pu consolider justement ce régime proprement républicain. Mais en fait, Qin Hui nous fait une espèce d'apologie justement de la République, mais évidemment sans le dire ouvertement. C'est un magnifique exercice justement d'écriture straussienne. Voilà. Alors voilà ce que vous trouvez dans cet ouvrage qui essaye justement de montrer comment est-ce que justement quand on est un intellectuel public en Chine, alors soit évidemment, alors la chose la plus simple et la plus facile à faire, c'est d'aller dans le sens de marcher dans le sens du discours officiel. Ça, il y en a beaucoup pour le faire. Ça manque pas. Mais en revanche, arriver à faire passer quand même des idées et pas simplement d'ailleurs un message critique, mais des idées pour l'avenir. Qui ne sont pas forcément dans la ligne du parti. Là, il faut arriver, il faut savoir louvoyer et se faufiler justement dans les interstices. Mais les interstices maintenant se réduisent de plus en plus, parce que ça, c'est un exercice auquel les intellectuels chinois sont rompus depuis longtemps, et je dirais même depuis la période impériale, on pourrait dire. Sous les Mandchous, par exemple, cette dynastie Mandchoue qui a duré du XVIIe siècle jusqu'à l'avènement de la République, jusqu'à 1911, ces Mandchous, étant donné qu'ils n'étaient pas chinois, ne supportaient pas justement qu'on les traite de barbares, etc. Alors donc là, il y avait aussi une sorte de contrôle, enfin du discours. Donc ça, c'est quelque chose que les intellectuels chinois savent très bien faire, mais là, ça devient de plus en plus difficile, vraiment. Merci beaucoup. Donc on comprend que oui, ça devient de plus en plus difficile de penser en Chine, mais fort heureusement, certaines personnes s'y essayent encore, et puis certaines personnes qui sont en dehors de Chine qui peuvent nous faire ce travail d'interprétation pour lire entre les lignes, ce qui a été écrit entre les lignes. Alors vous avez commencé bien sûr à nous en toucher un mot en parlant d'histoire et des traumatismes historiques dont il est préférable de ne pas parler, ce qui crée sans doute à force une forme de confusion quand même dans la société chinoise. Mais j'aimerais vous interroger plus largement en fait sur cette écriture de l'histoire. Donc il est beaucoup question dans l'ouvrage de l'histoire de la Chine et de celle qu'on ne peut pas raconter en réalité. Donc il en est question dans la première partie de l'ouvrage, Projection de la Chine monde, avec cet empire monde fantasmé. Il en est question aussi dans la deuxième partie de l'ouvrage, Récit national et réécriture de l'histoire. Et puis même encore ensuite dans un chapitre sur mai 68 vue de Chine, ou qui est peut-être d'ailleurs dans cette deuxième partie, mais qui est très amusant parce qu'on comprend que c'est vraiment seulement en surface qu'il se passait la même chose en mai 68 en Chine et en France, mais à partir de lectures dans le quotidien du peuple, voilà, on comprend qu'il n'en était rien et que la Chine et la France ne vivaient sans doute pas le même temps historique. Mais c'est bien la question du temps historique qui est difficile ici et celle de la chronologie, parce que le sentiment qu'on en retire après avoir lu certains de ces chapitres, c'est qu'il y a des continuités dans l'histoire de la Chine qui sont surjouées, surinvesties par le régime actuel, par le discours officiel de propagande, donc la Chine éternelle, les 5000 ans de civilisation continue, et en même temps il y a un siècle de rupture, de révolution, de violence qui pour le coup est totalement occulté. Donc au tel point que ce discours sur l'harmonie, sur voilà, tout sous le ciel, c'est aussi la capacité à vivre tous ensemble en harmonie, la montée en puissance pacifique de la Chine, voilà, ça se fait sur fond de tous ces traumatismes dont on ne parle pas. Alors
avec tout ça, est-il encore possible aujourd'hui de raconter l'histoire de la Chine ? Peut-on encore s'y essayer ? Faut-il vraiment se reposer du coup sur des historiens qui peuvent travailler librement en dehors de la Chine ? Donc, comment nous parler de ce rapport de la Chine à sa propre histoire aujourd'hui ? Oui, alors ça c'est effectivement une question centrale, hein, parce que là effectivement ce que nous avons en lieu et place de travail historique, d'un travail d'historien à proprement parler, nous avons la construction d'un récit national et nationaliste. Hein, bon, alors moi je dois dire que justement cette formule des 5000 ans de civilisation continue, hein, moi ça me fait un petit peu sourire parce que d'abord en tant qu'historienne, il faut savoir que c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment, hein. Alors maintenant vous avez ça dans tous les instituts Confucius, voilà, enfin on vous vend cette Chine éternelle dont le Parti communiste chinois est censé être l'héritier, hein. Alors ça fait un petit peu sourire parce que moi, je pensais naïvement que le Parti communiste, enfin, c'était imposé justement par la Révolution, hein, par quelque chose qu'on appelle la Révolution. Hein, et la Révolution, c'est par définition une rupture. Hein. Bon, alors donc la continuité qui remonte en plus à 5000 ans, c'est pour le moins problématique. Hein. Bon, alors justement, l'année passée, je me suis penchée un petit peu sur cette formule, hein. Je me suis demandé, enfin, mais pourquoi cette obsession des 5000 ans, hein, bon, cette fixation sur 5000 ans. Et en fait, bon, la réponse est assez simple et finalement anecdotique. C'est que vous avez en fait un membre du Politburo donc du Parti communiste qui dans les années 90, donc on est juste au lendemain, encore une fois, du massacre de Tiananmen. Donc ce massacre a quand même, en fait, fait beaucoup de dégâts, non seulement, en fait, évidemment en écrasant physiquement en fait des étudiants sur la place, bon, mais aussi enfin créer beaucoup de traumatismes dans la société chinoise qui sont complètement gommés, hein, à tel point que cet événement est censé ne pas avoir eu lieu, hein. Vous avez actuellement des jeunes étudiants chinois qui arrivent en France, on leur parle de juin 89, évidemment ils n'étaient pas nés à l'époque, mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est, oui. Enfin, bon, enfin maintenant, évidemment, ils ont vaguement entendu parler, mais enfin, bon, disons que c'est vous montrer, comment dire, l'efficacité, justement, de ce pouvoir d'amnésie, hein, que détient ce régime. Hein. Bon, alors... Donc, dans les années 90, donc vous avez ce brave membre du Politburo qui fait un voyage officiel en Égypte et qui s'aperçoit que les Égyptiens, bon, tranquillement et allègrement, donc font remonter leur histoire avec source à l'appui, etc., à moins 5000. Hein, donc, bon. Et alors, donc, ce membre du parti donc, revient en Chine en disant bah, faut qu'on arrive à la même chose. Hein, il nous faut les 5000 ans. Hein, bon, alors, donc, à partir de ce moment-là, donc, le gouvernement chinois lance des plans, je dirais, pharaoniques pour justement arriver à faire remonter donc, l'histoire de la civilisation chinoise à au moins 5000 ans, parce qu'il faut arriver à damer le pion donc, à l'Égypte et éventuellement à la Mésopotamie aussi. Enfin, bon. Donc on est dans cette logique de compétition, hein, donc il faut qu'on y arrive, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître cette formule. Hein. Et d'autre part, donc les 5000 ans de civilisation continue, hein, c'est aussi comment dire, l'idée que, au fond,
le Parti communiste chinois et la révolution communiste sont véritablement en fait le point d'aboutissement de toute l'histoire chinoise. Voilà. Et donc, peu après 89, est apparu également ce refrain sur le siècle des humiliations. C'est-à-dire donc la centaine d'années que la Chine aurait subi donc aux mains des puissances coloniales, à partir donc des guerres de l'opium au milieu du 19e siècle, jusqu'à, devinez quoi, l'avènement du Parti communiste, enfin du régime communiste en 1949, milieu donc du XXe siècle. Donc nous avons là, de manière très, très commode, très graphique, donc 100 ans d'humiliation. Alors évidemment, là, au prix de distorsions historiques, alors évidemment entre les tentatives de colonisation de la Chine et l'avènement du Parti communiste, il s'est rien passé d'autre. Justement, le moment républicain, etc., tout ça, ça passe à la trappe. Donc voilà. Donc là, nous avons un Parti communiste qui se présente comme le vainqueur, justement, sur ces agressions coloniales des Occidentaux. Les Occidentaux, je le rappelle toujours, qui incluent le Japon. Parce que vous avez ce discours journalistique qui oppose toujours allègrement donc l'Est et l'Ouest, l'Orient, l'Occident, etc. Et je dis, qu'est-ce que vous faites du Japon, donc le Japon qui a quand même, depuis l'ère Meiji, donc justement le milieu du 19e siècle, rejoint aussi les puissances colonisatrices occidentales, européennes. Bien, alors donc voyez un petit peu la difficulté qu'il y a justement à faire un travail véritablement historique, parce que dès que vous rappelez ces vérités premières, ça plaît pas, et donc quand vous êtes en Chine, vous ne pouvez plus continuer à travailler. Combien de juristes, de journalistes, d'universitaires, etc., ont disparu de la circulation, ont été, soit en fait, le mieux qui leur est arrivé, c'est d'avoir été justement éjectés de leurs institutions. Donc, quand on est éjecté, ça fait assez mal quand même, parce que du jour au lendemain, plus de paye, plus de position, plus rien, quoi, en fait. Donc, mais ça, c'est si j'ose dire, le moins pire qui puisse vous arriver, mais d'autres, comme simplement des citoyens qui ont voulu témoigner sur ce qui s'est passé à Wuhan au début de la pandémie, ont été arrêtés et maintenant réduits à un état de légumes, à force justement d'administration de médicaments, etc. Donc maintenant, c'est très commode. En fait, soit on fait disparaître les gens, c'est-à-dire c'est ce qui est arrivé même à des personnalités mondialement connues comme Ai Weiwei, par exemple. Un beau jour, plus personne ne savait où il était. Bon. Du coup, en fait, il a été relâché au bout de quelques semaines, mais ça lui a servi de leçon, et donc c'est ça qui l'a poussé à l'exil. Donc c'est ça un petit peu le sort de pas mal justement de créateurs, d'intellectuels qui sont soit en fait dont on n'a plus de nouvelles, soit on sait qu'ils ont été arrêtés, mais que maintenant ils sont complètement, vraiment ils sont plus eux-mêmes. Je veux dire, c'est aussi des choses qui ont été un traitement qui a été appliqué à pas mal de Ouïghours aussi, en fait, le fameux lavage de cerveau, etc. Et aussi l'administration de médicaments qui font que vous n'arrivez plus du tout à penser, quoi. C'est complètement neutralisé, ou alors tout simplement poussé à l'exil.
c'est ce qui est arrivé à la veuve de Liu Xiaobo, donc justement ce défenseur des droits humains en Chine, qui a obtenu le prix Nobel de la paix et qui est mort d'un cancer pratiquement en captivité. Et sa veuve a été obligée de s'exiler en Allemagne pour pouvoir continuer à vivre, parce que Donc voilà un petit peu les charmes de ce charme très discret de ce régime. Voilà. Le métier d'historien devient un métier à haut risque. Alors, il y a une autre question qui court comme un fil dans plusieurs des chapitres de cet ouvrage, c'est celle du rapport de la Chine aux valeurs universelles, donc les droits humains, la liberté, la démocratie. Alors, c'était justement le sujet de l'article que vous aviez donné à la revue Esprit l'année dernière, intitulé « La prétention chinoise à l'universalité ». Et en fait, on sent là aussi comme une ambiguïté ou une oscillation, c'est-à-dire il y a peut-être eu une évolution aussi. On se souvient que 2008, les Jeux Olympiques, il me semble que le slogan c'était « Un seul monde, un seul rêve ». Oui. Voilà, donc on sent comme une oscillation, si je la comprends bien, entre certains moments où finalement rien n'est incompatible et la Chine aurait sa propre version des droits humains, de la liberté, de la démocratie. D'ailleurs, le confucianisme est un humanisme. Donc ces valeurs existent, elles n'ont rien d'occidental. La Chine les avait découvertes en quelque sorte avant les autres. Donc ça, c'est une version, mais l'autre version, c'est d'insister au contraire sur la particularité, la spécificité chinoise. Donc on entend ces formules beaucoup aujourd'hui, le socialisme aux caractéristiques chinoises ou aux couleurs de la Chine, et où là, il s'agit au contraire de souligner une version proprement chinoise de ces valeurs et qui serait pour le coup totalement incompatible avec ce que l'Occident essaye de forcer, car l'Occident est impérialiste, lui. Oui. Donc, comment décrire cette prétention chinoise à l'universalité aujourd'hui ? Oui, alors là, justement, en fait, ça fait partie précisément de cette fameuse évolution qui est très rapide, en fait, et qui suit un petit peu, justement, les fluctuations du rapport de force. Je parlais tout à l'heure, justement, de cette compétition avec l'Égypte. Il nous faut absolument les 5000 ans. Il faut qu'on arrive aux 5000 ans. Donc, ici, en fait, cette prétention à l'universalité, c'était un petit peu ce qui se passait justement au moment où est paru le premier volume, c'est-à-dire autour des années 2005-2010, enfin la première décennie du troisième millénaire du 21e siècle, où là, en fait, la Chine essayait justement de se fondre dans le concert des nations, pour employer une expression un peu ancienne, mais où elle disait, mais au fond, justement, nous aussi, nous avons nos valeurs universelles, humanistes, etc. Autrement dit, c'est la technique que j'appelle noyer le poisson, enfin, en quelque sorte. Et ensuite, le discours s'est musclé, s'est durci au fil des années jusqu'à devenir aujourd'hui quelque chose du type, effectivement, c'est-à-dire nous avons notre propre civilisation qui remonte à 5000 ans, n'est-ce pas ? Donc on le saura, et nous n'avons absolument pas besoin, justement, en fait, de nous assimiler à cet universalisme européen, colonialiste et impérialiste. Donc voilà. Donc là, le discours a évolué un petit peu entre les deux. Donc c'est pas qu'il y a véritablement une contradiction, c'est que là maintenant il y a une espèce de durcissement, et qui fait que au fond ce qui revient au triple galop maintenant, c'est justement avec cette histoire de tout sous le ciel, au fond une sorte d'universalisme à la chinoise.
qui s'est effectivement imposé à toute l'Asie orientale pendant des siècles. Donc, si vous prenez le Japon, la Corée, le Vietnam, etc., ce sont des cultures qui se sont référées à la Chine de manière première et privilégiée. Enfin, bon. Donc là, on peut dire que la Chine avait créé en fait son propre tianxia, son propre monde. Et là, ce qu'elle est en train de prétendre faire, c'est de revenir à ça, mais de l'imposer au monde entier. Et elle a les moyens de le faire, parce que, en tout cas, c'est ce qu'elle s'imagine. Elle s'imagine que, étant donné qu'elle a les moyens d'acheter le monde, elle peut avoir cette prétention d'être de nouveau le monde, et de dire ce que sera le nouvel ordre mondial. Donc c'est la Chine fait plus que nous obnubiler ici. Voilà, avec cette version des valeurs chinoises, donc dans une sorte de synthèse entre le confucianisme et le marxisme. Dans l'article, vous citez Chen Lai, je pense, qui donne en fait cette vision un peu caricaturale, voilà, les caractéristiques particulières des valeurs chinoises, le sens de la responsabilité avant la liberté, le sens du devoir passe avant les droits, le collectif l'emporte sur l'individu, l'harmonie l'emporte sur la confrontation. Et là où dans l'histoire de l'Occident, il y aurait un esprit de confrontation qui a conduit aux guerres, aux violences, aux révolutions, oui. En Chine règne l'harmonie. Oui, enfin, oui. Oui, enfin, alors là, on a un petit problème ici parce que, effectivement, en fait, comme par hasard, beaucoup de ces idéologues donc, qui soutiennent justement, enfin, qui nourrissent le discours officiel, se présentent comme des philosophes, alors que les historiens, eux, sont plutôt en fait en position critique. Parce qu'il est vrai que quand vous êtes confronté à la réalité de faits historiques qui se sont produits, vous pouvez difficilement en fait les distordre, à moins justement de compter sur l'amnésie, l'ignorance et autres. Alors que les philosophes peuvent véritablement refaire et réinventer le monde, en disant voilà, enfin c'est juste une idée, c'est pas bien. Donc là vous avez rappelé effectivement les thèses de Chen Lai qui est au départ un spécialiste de l'histoire du confucianisme, mais qui maintenant en fait est véritablement en fait une espèce de porte-parole justement de ces thèses, et qui présente une version du confucianisme qui est compatible avec une gouvernance autoritaire, voire dictatoriale. Vous avez un petit peu le même phénomène, mais alors en plus, plus bas de gamme, si j'ose dire, avec cette brave dame qui a vendu des millions d'exemplaires justement de sa lecture des entretiens de Confucius, Yutan, qui présente en fait une sorte de version édulcorée des entretiens, en ne retenant que justement enfin, tout ce qui ne fâche pas, quoi, en fait, et à tel point qu'elle s'est fait même critiquer en Chine même, au moment où c'était encore possible d'émettre des critiques, en disant qu'elle servait en fait du bouillon de poulet pour l'âme. Donc oui, bon. Donc oui, c'est du feel good, mais elle a retiré justement des entretiens tout ce que Confucius dit sur le devoir du conseiller du prince de dire la vérité au prince au péril de sa vie. Donc ça disparaît justement du grand bouillon, la grande soupe chinoise harmonieuse. Donc là, nous avons effectivement une distorsion aussi des textes, pas uniquement des faits historiques.
Alors, on comprend bien à vous entendre que cette pensée chinoise aujourd'hui, elle est c'est une pensée empêchée, étouffée, entravée, en tout cas en Chine. Mais vous montrez très bien aussi que la façon de penser l'histoire de la Chine, la façon de comprendre la philosophie chinoise, les textes classiques, elle doit beaucoup à des échanges et des circulations intellectuelles, des transferts, des emprunts. Donc vous citez par exemple des sinologues qui ont vécu et travaillé surtout aux États-Unis, que en fait la pensée chinoise ne se fait pas seulement en Chine, où elle ne se comprend pas seulement depuis la Chine, mais aussi depuis l'étranger, mais elle a besoin de cette circulation, y compris entre des espaces culturels et politiques différents. Alors, si je peux vous poser une dernière question avant de céder mon privilège de modérateur à l'auditoire, qui a certainement ces questions aussi, je voudrais vous demander, dans le contexte actuel, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans les centres de recherche à l'étranger, les maisons d'édition, les lieux de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette circulation de la pensée ne s'arrête pas, d'autant que, vous y avez déjà fait référence plusieurs fois, on a ces instituts Confucius qui sont décrits ici dans un chapitre signé par l'anthropologue Marshall Salins. Ils sont décrits comme un programme académique malveillant. J'imagine que le mot anglais qu'il a utilisé, c'était malware, donc comme un programme informatique malveillant qui, une fois qu'il vous a inoculé le virus, peut s'effacer parce que le mal est fait. Alors évidemment, le mot virus devient un peu malvenu dans le contexte actuel, mais ce chapitre date d'avant. Et effectivement, Marshall Salins explique l'entrisme des instituts Confucius un peu partout où des gens s'intéressent à la Chine, voudraient apprendre le chinois, voudraient apprendre l'histoire chinoise, voudraient se consacrer aux études chinoises. Il y aurait ces instituts Confucius partout qui gardent une main de fer et qui limite considérablement la liberté académique. Donc j'imagine que je vous demande si on peut rester optimiste malgré tout sur le fait que cette pensée sur la Chine et cette pensée avec la Chine ne va pas s'arrêter malgré ces programmes académiques malveillants. Non, enfin les instituts Confucius, ils sont là depuis un certain temps, et maintenant en fait c'est plus que, enfin c'est pas le seul problème maintenant en fait. Là on sait maintenant il y a eu un rapport récent en fait de sénateurs français en fait sur ce que vous appelez très justement l'entrisme chinois dans la diffusion insidieuse justement en fait dans nos organismes universitaires et nos centres de recherche. Évidemment, l'espionnage scientifique, ça se pratique assez couramment. Et puis, encore une fois, la Chine a les moyens, je le répète, d'acheter le monde. Nous avons des collègues scientifiques qui sont, dans un premier temps en tout cas, très, très, très contents quand ils sont approchés par des homologues chinois qui leur disent mais venez donc, vous avez besoin d'un laboratoire qui ici va vous coûter des millions, etc. Nous on vous le construit tout de suite et on vous fait un gros chèque et tout ça. Enfin je veux dire, et ça c'est quelque chose, des scientifiques même américains de Harvard, MIT, etc., se sont fait piéger comme ça parce que, notamment en France et en Europe, ça il faut le dire, nos universités, tous nos centres de savoir, de recherche sont dans un état de déréliction avancé. Donc nous sommes tous sur des budgets qui se réduisent comme des pots de chagrin, et donc ces instituts Confucius, par exemple, qui contrairement aux alliances françaises qu'ils sont censés copier, ils se présentent comme des équivalents de l'alliance française. Alors on se dit, très bien, c'est tout à fait louable, tout ça, mais en réalité, contrairement aux alliances françaises, ils s'implantent à même les universités. Et donc,
grande est la tentation d'établir un système de vases communicants entre les départements d'études chinoises à l'intérieur des universités et les instituts Confucius, qui arrivent là aussi avec des financements considérables parce qu'ils sont financés directement par l'État chinois. D'accord ? Donc on peut effectivement penser que la Chine n'est pas un pays riche. Vous avez encore des portions énormes de la population qui vivent avec quelque chose comme 150 € par mois. Mais l'État chinois est extrêmement puissant et riche. Et donc là, quand vous avez quelque chose qui est financé directement par l'État chinois, et ben là, c'est sans limite. Donc là, vous avez des universitaires qui vivotent, qui ont à peine de quoi acheter des stylos ou des timbres. Et là, ils voient arriver le gros chèque qui va leur permettre et là, naturellement, ils se disent c'est pas grave, on va éviter de parler du Tibet, on va éviter de parler de Taïwan, on va éviter de parler de tous les sujets qui fâchent, quoi. Et voilà, et comme ça. Et alors, plus grave encore. Ça, c'est une expérience récente que j'ai eue, justement, on en parlait tout à l'heure. Juste avant les premiers confinements, je me suis rendue en Afrique. Et là, je me suis retrouvée face à des élites africaines qui sont persuadées que les Chinois, c'est des gens qui vont les aider parce que eux aussi, ce sont pas des blancs, quoi. C'est pas comme des colons blancs, etc. Les Chinois, certes, ne viennent pas en Afrique pour exploiter des ressources, pas du tout. Non, ils sont là pour aider les Africains. Donc là, vous avez des élites africaines qui se sont mis ça dans la tête, et où vous voyez des instituts Confucius qui sont absolument partout et qui justement inculquent dans la tête de ces philosophes africains cette idée que c'est la Chine qui va les sauver. Tout ça, voilà. Donc je me retrouve dans cette situation assez paradoxale d'arriver en Afrique, d'être la chinoise de service pour leur expliquer qu'il faudrait peut-être qu'ils se demandent pas si les Chinois n'attendent pas un retour sur investissement par hasard. Éventuellement. C'est bon. Bref, mais c'est... Merci beaucoup. Alors moi qui espérais une note d'optimisme, on voit que c'est très difficile par les temps qui courent, voilà, il y a cette... Mais pour répondre à votre question, la réponse est de continuer à travailler. C'est de continuer à travailler. Alors certes, c'est un fait bien connu que le gouvernement chinois, justement, en fait... se dit que tout ce qui se publie à l'étranger, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, c'est pas accessible justement au public chinois, parce que l'essentiel, c'est de maintenir un contrôle comme vous dites, une main de fer sur l'espace chinois, mais ce qui se passe en dehors, au fond, ça leur est égal. Et par conséquent, quand un intellectuel, un dissident, etc., décide de s'exiler, ça les arrange. C'est exactement ça qu'ils veulent. Donc, voilà, et fort heureusement, on n'est pas encore dans Fahrenheit 451 et on n'a pas brûlé tous les livres, donc il est encore possible de lire par exemple l'histoire de la pensée chinoise ou d'autres textes qui nous renseignent sur ce qui s'est pensé, ce qui se pense encore, ce qui s'est écrit, ce qui s'écrit en Chine. Merci beaucoup à vous, Han Cheng, pour cet entretien donc, sur votre livre Pensée en Chine. C'est pas mon livre, c'est votre ouvrage collectif, voilà, Pensée en Chine, dont vous nous avez donné déjà de très bons aperçus. Merci.